Bienvenue dans ce nouvel épisode des Rendez-vous de la conservation, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui œuvrent chaque jour pour la protection de la nature en Afrique et au-delà. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Rebecca Lukilonga, une professionnelle dont le parcours illustre parfaitement les nouveaux visages de la conservation, à la croisée de la science, des politiques publiques, de la finance carbone et de l'action de terrain. De l'Université de Kinshasa aux négociations internationales sur l'adaptation climatique, en passant par des projets REDD+, réduction des émissions issues de la déforestation et de la dégradation forestière, des infrastructures majeures et la recherche scientifique sur les tourbières de la République démocratique du Congo, Rebecca incarne une génération d'expertes africaines engagées sur les grands enjeux environnementaux contemporains. Dans cet épisode, nous allons parler de climat, biodiversité, carbone, mais aussi de défis professionnels, de choix de carrière et de ce que cela signifie aujourd'hui travailler pour la conservation dans des contextes complexes comme celui de la République démocratique du Congo. Alors, bonne écoute. Alors, bonjour Rebecca, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui. Je vais vous laisser tout de suite la parole avec une première question sur votre parcours et vos motivations. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous raconter ce qui vous a amené vers les sciences de l'environnement et plus précisément vers les thématiques climat et biodiversité? Bonjour Hélène, merci beaucoup. Merci encore pour la participation. Je suis Rebecca Lukilonga, comme vous l'avez mentionné. Alors, mon parcours, qu'est-ce qui m'a poussé à faire l'environnement? Bon, disons que quand j'ai obtenu mon diplôme d'état en latin philosophie, devais m'orienter vers le droit parce que l'environnement, comme vous connaissez, ce sont des sciences nouvelles, donc c'était vraiment pas connu et on n'en parlait pas beaucoup. Alors, puis il y a eu mon père qui est venu me dire, tiens, il y a maintenant l'environnement qui monte en vigueur, ça t'intéresserait pas? Essayer seulement de savoir ce que c'était et si ça te tente, tu peux étudier les sciences environnementales. Et c'est comme ça que je dis, bon, je vais aller voir, je vais aller me renseigner et j'aurai une idée un peu plus détaillée de ce que c'est. C'est comme ça que je me suis rendue à l'université de Kinshasa. Je me suis renseignée sur l'environnement, je me suis renseignée sur les filières et je tout de suite aimé ce qu'il y avait. Et j'ai dit à mon père, bah, tiens, je veux le faire. Et c'est comme ça que je suis entrée. Concrètement, je suis entrée dans l'environnement sans vraiment bien maîtriser. C'est seulement sur base des explications qui m'ont été données à l'université que j'ai commencé. Et alors, j'ai appris à aimer l'environnement en le faisant. J'ai appris à aimer l'environnement en apprenant. C'est là que j'ai commencé à apprendre et apprendre encore. Et j'ai encore eu beaucoup de passion pour l'environnement quand j'ai été recrutée pour le programme WICA. Le programme WICA qui est un programme Women Initiative on Climate Action de US Forest Service, le système forestier américain. C'est là que j'ai appris beaucoup de l'environnement, partant des négociations jusqu'à la comptabilité carbone. Et c'est ainsi que j'ai accru ma passion pour l'environnement. Merci Rebecca. Donc, en effet, après, vous avez donc, votre parcours académique est très orienté vers, vous l'avez dit, la comptabilité carbone, l'assainissement et la biodiversité. En quoi ces différents domaines se complètent-ils aujourd'hui dans votre travail au quotidien? Alors, déjà, il faut dire que l'environnement, c'est tout ce qui nous entoure. Donc, je me dis que quelque part, même vous aussi, dans votre travail au quotidien, vous faites un peu d'environnement, vous tenez compte de comment est-ce que vous jetez vos déchets, vous tenez compte du fait que vous ne pouvez pas mélanger tous les déchets, vous tenez compte du fait que, ah, vous devez conserver un arbre dans la parcelle, par exemple. Donc, je dirais que c'est un peu la même chose. Alors, moi, peut-être un peu plus parce que je suis du domaine vu que j'ai fait l'assainissement à l'université et puis ensuite j'ai fait la formation en comptabilité carbone et aujourd'hui j'exerce dans le monde de l'environnement. Donc l'environnement m'accompagne dans les négociations climatiques, l'environnement m'accompagne dans mes consultances au sein des institutions, l'environnement m'accompagne dans ma carrière au fait. Disons que je ne suis pas vraiment sortie de ce que j'ai fait à l'université. Dans ma carrière, j'ai fait de l'assainissement, je fais de la comptabilité carbone, je fais de la négociation climatique et de la conservation. Oui, vous avez un parcours vraiment très complet et en même temps avec une expertise dans différents sujets. Je voudrais qu'on revienne, Rebecca, sur votre expérience au ministère de l'Environnement. Donc, vous êtes affiliée à ce ministère en tant qu'experte négociatrice sur l'adaptation climatique. Alors, concrètement, pour nos auditeurs, en quoi consiste ce rôle et quels en sont les principaux enjeux pour un pays comme la République démocratique du Congo?
Alors, déjà, commencer, la République démocratique du Congo, dans ce slogan, c'est considéré comme pays solution dans le problème du changement climatique. Oui, j'ai intégré le ministère de l'Environnement juste après avoir fini ma formation diplômante, excusez-moi, en comptabilité carbone. Et j'ai été US Forest Service nous a envoyé au ministère de l'Environnement pour aller maintenant pratiquer. C'est là que j'ai pratiqué et après, c'est là que je suis restée comme experte négociatrice. Alors, il faut dire que la RDC, comme tous les autres pays, comme la plupart des pays, est victime du changement climatique. Et il faut s'adapter parce qu'il y a des éventualités qu'on ne peut éviter. Je vais donner un exemple. On savait que à Kinshasa, la saison sèche commençait, je crois, au mi-mai et finissait mi-juin. Et on savait aussi que la saison de pluie prenait, je crois, 8 mois et la saison sèche prenait 4 mois. Alors, mais par contre, maintenant, avec le changement climatique, on remarquera que les pluies commencent très en retard. La saison sèche prend vraiment du temps. Alors, ou bien quand il y a des pluies, les pluies sont très abondantes. Face à tout cela, le pays doit s'adapter parce que ça va perturber l'agriculture, ça créera des inondations. Et face à tout ça, le pays doit s'adapter. Et c'est comme ça que la RDC, pays victime du changement climatique, s'exprime aux négociations parce que lui aussi doit bénéficier de financement pour pouvoir mieux s'adapter aux effets du changement climatique. C'est pour dire que la RDC, en tant que pays, a de gros enjeux parce que ça contient une très grande population, une très grande biodiversité et c'est nécessaire, voire primordial, de pouvoir s'adapter aux effets du changement climatique. Oui, tout à fait. Effectivement, il y a des grands enjeux au niveau de ce pays et qui a de toute façon, en plus, au regard de sa taille et de ses écosystèmes et de la richesse de sa biodiversité, un enjeu aussi pour, bah, pas seulement enfin, pour la région, mais même au niveau du continent. Donc, c'est les enjeux nombreux. On va passer à un autre sujet dont on parlait en introduction, celui de la réduction des émissions issues de la déforestation et de la dégradation forestière. Vous avez travaillé, Rebecca, avec l'African Wildlife Foundation. Alors, sur le product Pierrette dans le Bawele, vous allez nous expliquer ensuite. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur ces mécanismes et sur leur mise en œuvre sur le terrain? Alors, le mécanisme REDD+, de façon plus concrète, c'est qu'on aimerait que la population puisse exercer moins de pression sur la forêt et en les orientant sur une autre voie ou alors sur une utilisation durable. De cette manière-là, la forêt sera plus conservée et alors les émissions liées à la déforestation et la dégradation des terres sera plus réduite. Alors, concrètement, sur terrain, les institutions qui mettent en place, bien sûr, des projets REDD+, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont auprès de la population et ils apprennent la population. Par exemple, je vais prendre un exemple plus simple d'une des idées qui a été émise. On va orienter la population vers l'agroforesterie, par exemple, dans une agriculture plus durable et plus respectueuse de l'environnement. De cette manière-là, la population pourra continuer à faire de l'agriculture, mais de façon durable, et la forêt pourra en retour être plus conservée et il y aura moins de dégradation ou moins de déforestation. Donc, c'est un peu ça sur terrain. On essaye de conserver, mais aussi on essaye d'apprendre à la population de faire mieux ou alors de faire autre chose de manière à ce que la forêt puisse être conservée, parce que comme vous l'avez dit plus tôt, les forêts de la RDC, ce n'est pas qu'important pour la RDC, c'est important pour l'Afrique, c'est important pour le monde, parce que ça a un poumon et ça stocke le carbone. Alors ça contribue à la régularisation du climat, donc c'est important pour la population de connaître cela et de ce fait de bien le conserver, mais en retour, ils doivent se développer, donc ils vont utiliser d'autres moyens pour survivre ou alors ils vont utiliser ces mêmes forêts, mais de façon durable. Merci, Rebecca. On va passer sur le sujet enfin, de la performance non financière d'une entreprise ou d'un projet qu'on évalue sur différents d'autres aspects que du coup cet aspect uniquement euh, monétaire ou financier, je dirais, donc ces aspects environnement, social et gouvernance. Donc vous avez une expérience comme experte ESG sur le projet de l'aéroport de Njili, qui est plutôt voilà, une expérience assez originale dans un parcours de conservation.
Quels enseignements en tirez-vous sur justement l'intégration de la dimension environnementale dans ces gros projets, ces grands projets d'infrastructure? Alors, déjà, c'est un projet que j'ai salué en passant Infrarose qui a voulu qui a voulu que son projet de construction de l'aéroport et de sa réhabilitation puisse être respectueux de l'environnement. C'est très louable de vouloir construire des infrastructures, mais plus respectueux de l'environnement. Alors, oui, en tant que experte ESG, donc environnement social et gouvernance, au sein du projet, j'ai d'abord, premièrement, accompagné à ce que le projet soit plus respectueux de l'environnement. Il y avait un slogan qu'on utilisait, c'est qu'on ne jette rien, on réutilise tout. C'était une façon pour nous de ne pas gaspiller les ressources, mais plutôt de les réutiliser. Ça ferait qu'on puisse aussi, de notre part, gagner de points dans la conservation et la durabilité, mais aussi, j'étais aussi un peu en train de faire le pont entre les personnes bon, disons, les entités politiques et les sociales. Donc, du côté social, c'était un peu plus aller auprès de la population, leur expliquer un peu le projet, faire comprendre que c'est bénéfique pour eux, et aussi aider aussi à ce que le projet puisse être le moins pollueur possible, puisse être le moins destructeur de l'environnement possible. Donc, c'était quelque chose d'original parce que c'était vraiment la première fois de travailler toujours pour l'environnement, mais dans un projet d'infrastructure. Donc, j'ai aussi beaucoup appris et j'ai aussi donné de ce que moi je connaissais. Et comme je vous l'ai dit, l'environnement, c'est partout. L'environnement intervient dans tout. Donc, ça fait qu'on puisse avoir encore ce côté environnemental, même dans des projets de construction, parce que autrefois, pardon, l'environnement n'était pas n'était pas pris en compte dans des projets d'infrastructure, mais cette fois-ci, maintenant, on les prend en compte. On fait des études d'impact environnemental et social. On essaie de faire en sorte que même dans les projets de construction, tout autre projet, que l'environnement puisse être respecté, que la population puisse se retrouver et que le projet puisse être un projet durable. Merci Rebecca. Alors aujourd'hui, vous travaillez aussi fort sur le projet SCRED, donc voilà, pour différentes raisons, vous ne pourrez pas forcément nous rentrer dans les détails de ce projet. Néanmoins, pour nos auditeurs que ça peut intéresser, quels sont un peu les grands objectifs du projet et à votre rôle à vous au sein de l'équipe? Alors, le projet c'est appui à la société civile dans les mécanismes RAID. Alors, le CIFOR apporte son appui technique à la société civile afin que la société civile puisse être à son tour capable d'évaluer, comme on l'a dit plus tôt, les mécanismes RAID ou les projets RAID qui sont émis dans différentes provinces. Donc, le projet est dans différentes provinces, les membres de la société civile, notamment le GTCRR, donc le groupe de travail RAID plus rénové, a des structures dans chaque province. Et dans chaque province, le CIFOR va aller former ces gens et après les avoir formés, ces gens-là pourront être capables à leur tour de pouvoir vérifier les mécanismes RED+, ou les projets RED+, qui sont émis dans leur province. Très intéressant. Alors, on va parler d'un écosystème qui est très important à l'échelle mondiale, celui des tourbières. Parce que enfin, vous êtes en train, quand on a préparé cet entretien, vous me disiez, Rebecca, que vous travaillez actuellement sur un article qui concerne la comptabilité carbone des tourbières de la RDC. Alors peut-être, si vous pouvez expliquer déjà à nos auditeurs qui ne sont pas forcément familiers avec cet écosystème, ce que sont les tourbières et en quoi elles sont si importantes bah, à l'échelle du pays, de la région, du continent, mais également à l'échelle mondiale. Alors, les tourbières. Bon, déjà, les tourbières, c'est euh, un écosystème sur lequel je me suis intéressée quand j'ai fait ma formation en comptabilité carbone. Et ces écosystèmes sont comme des réservoirs. En fait, j'aime donner des exemples plus basiques pour que la compréhension puisse être vraiment assez facile pour tout le monde, quoi. Alors, c'est comme des réservoirs et des réservoirs là, ça stocke le carbone. Ça stocke le carbone. Et en outre aussi, ce sont des écosystèmes riches en biodiversité et en ressources naturelles. Alors, ces écosystèmes-là, vu que ça fonctionne comme des zones de stockage, il est important
de les protéger, parce que si jamais ces écosystèmes-là arrivaient en fait, ce genre, les tourbières, c'est un peu comme c'est un peu comme des marécages. Voilà, c'est un peu comme des marécages. Maintenant, s'il arrivait qu'une tourbière, ça sèche, il y aura beaucoup d'émissions de carbone et ça va vraiment contribuer au réchauffement climatique. Or, quand c'est toujours tourbeux, ça stocke le carbone et ainsi ça contribue à la réduction euh, des, des effets de changement climatique. Alors, euh, puisque ça stocke le carbone, donc ça veut dire que le carbone qui est stocké dans les tourbières peut aussi être comptabilisé. Peut aussi être comptabilisé parce que voilà, si ça stocke, si les carbones qui sont stockés, en fait, si les carbones, pas, désolé, si les émissions qui sont stockées au niveau des forêts et tout ça peuvent être comptabilisées, alors les émissions aussi au niveau des tourbières peuvent être comptabilisées. C'est ainsi que j'ai commencé à étudier cela, à voir comment est-ce que la comptabilité carbone peut se faire pour les tourbières de la RDC, qu'est-ce que ça implique et tout ça, parce qu'on sait que les tourbières sont des réservoirs très importants pour la RDC, pour l'Afrique et pour le monde. Très intéressant. Merci Rebecca. On va prendre un peu de hauteur par rapport à votre parcours professionnel. Vous êtes une femme experte dans des domaines qui sont assez techniques. Est-ce que vous avez rencontré des obstacles ou des défis au cours de votre parcours professionnel que vous pourriez nous partager aujourd'hui? Alors, défis, obstacles, oui, je vais d'abord commencer par mes débuts. Les débuts, quand on commence, on n'a pas toujours l'expérience qu'on a, donc on aimerait apprendre. Et c'est pas facile d'être une femme. Apprendre en milieu technique. Là, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, j'ai été victime des harcèlements, j'ai été victime des rabaissements, mais tout ça ne m'a pas arrêté. Et parfois aussi, quand on est jeune, on vous ouvre pas très facilement des portes. Donc, il faut frapper, frapper encore et encore, mais ça ne m'a pas arrêté. Alors, chaque obstacle que je rencontrais, pour moi, ça devenait comme un challenge. Je me disais que vu que je rencontre cet obstacle, je dois le surmonter. Ah, vu qu'on me harcèle ici, il n'y a pas de problème. Je vais me faire quand même une place ici. Et je vais me faire cette place-là à la loyale. Donc, c'était comme ça que j'ai surmonté chaque défi, mais aussi il y a le défi du côté terrain. C'est pas facile d'être une femme, d'aller au terrain, de prendre des motos, de passer par la boue. C'est pas toujours facile, mais quand on aime ce qu'on fait et quand on veut vraiment de ce qu'on fait, quand on veut montrer des résultats, on se surpasse. On sent toute votre détermination et votre passion, Rebecca, à travers vos mots. Euh, Peut-être on arrive vers la fin de notre entretien. J'ai encore deux questions que j'aimerais vous poser. Une sur les compétences. Euh, Quelles compétences ou grands enseignements enfin, vous avez développés et acquis au fil de de votre expérience sur le terrain et que vous jugez essentiels pour les jeunes qui souhaitent aujourd'hui s'engager dans dans la conservation et le climat? Alors, compétence, je dirais que il faut être tenace. Pour faire le terrain, il faut être tenace. Il faut accepter de le faire. Alors, je vais raconter une petite histoire. C'est que quand j'étais à la fac, toujours dans le domaine de l'environnement, on devait aller faire des études dans une agroforesterie à Mbakana. Et vu qu'on était tous étudiants, et il n'y avait pas femmes-hommes, donc il n'y avait plus de place, il fallait faire tout le trajet debout. C'était des kilomètres. Et je me suis dit, bah, ok, d'accord, c'était debout. J'ai fait des kilomètres aller, j'étais debout, et tout, j'étais encore debout. Et sur le terrain, pendant l'étude, j'étais aussi debout. Donc, ça prouve que quand on aime ce qu'on fait, il faut vraiment essayer d'être tenace. Il faut vraiment essayer d'être tenace. Il faut vraiment ne pas abandonner. Il faut vraiment s'efforcer. C'est ce qui fait gagner en compétences. Et surtout, il faut être rigoureux aussi. C'est aussi une compétence que j'ai appris à développer dans ce domaine. Il faut vraiment avoir de la rigueur en tant que femme, en tant qu'environnementaliste. Et autre chose, c'est qu'il faut avoir le goût de l'apprentissage. En tant qu'environnementaliste, l'environnement est une chance nouvelle. Donc, il faut vraiment pas se limiter à ce qu'on a appris à la fac. Il faut toujours essayer de voir qu'est-ce qui a évolué, qu'est-ce qui a évolué. Ça permet de rester quand même sur le marché et surtout d'apporter toujours un plus partout où on sera recruté.
Très intéressant. Merci Rebecca. Et pour conclure, est-ce que vous auriez quelques conseils, enfin, ou un message que vous souhaiteriez adresser aux jeunes Africains, Africaines qui souhaitent s'engager dans la conservation, la recherche ou dans les politiques climatiques? Alors, le conseil que je dirais, c'est que euh, il faut d'abord essayer de connaître ce qu'on veut faire. Bon, c'est vrai qu'on va pas tout connaître, mais essayer déjà d'avoir une idée de ce dans quoi on veut s'engager. Pourquoi? Parce que j'ai vu deux gens avec qui j'ai commencé, on a commencé, ils ont, après, ils se sont dit, ah, en réalité, je n'aime pas ça. J'étais venue sans vraiment savoir ce que je venais faire. Donc, avant de s'engager dans le domaine de la conservation, dans le domaine de la recherche ou encore dans le domaine des négociations, essayez de vous renseigner. Maintenant, l'information est devenue beaucoup plus disponible. À travers l'intelligence artificielle, on peut avoir des informations. À travers des différents sites, on peut avoir des informations. À travers LinkedIn, on peut avoir des informations. On peut contacter des gens qui sont dans le domaine, leur demander comment vous avez fait, qu'est-ce que vous faites concrètement. Ça permet d'avoir une idée plus fluide de ce qu'on veut faire. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut aimer ce qu'on veut faire. On veut faire l'environnement, on veut faire la conservation, il faut aimer cela. Il faut se dire que ah, dans mon parcours, je devrais aller sur le terrain, dans mon parcours, j'aurai ceci, j'aurai cela. Je vais apprendre à surpasser cela parce que j'aime. Et enfin, euh, l'environnement, c'est une science qui a de l'avenir. Donc, moi, je dis toujours aux gens, vous voulez faire l'environnement, faites-le, mais faites-le avec un but. Ne le faites pas parce que, voilà, on parle environnement, mais faites-le avec un but. Faites-le en se disant que je fais l'environnement pour vraiment exercer dans tel domaine précis. Et puis, il faut pas être partout le même moment, en fait. C'est important d'être focus sur une seule chose, en fait. C'est important d'être focus sur une seule chose. C'est vrai qu'en début de carrière, on essaie un peu de se positionner, mais une fois qu'on a trouvé sa position, il faut vraiment s'expertiser dans une seule position. Ça va permettre de gagner en connaissance, d'être fixé aussi, d'être vraiment utile. Mais quand on dit aussi d'être focus sur une chose, ça ne veut pas dire ne pas connaître les autres choses. Ça veut dire que le principal pour moi, c'est la conservation. Et vu que je suis de l'environnement, je dois quand même avoir une connaissance sur l'assainissement, je dois quand même avoir une connaissance sur la comptabilité, je dois quand même avoir une connaissance, mais ce sur quoi je suis focus, c'est de la conservation. Voilà, merci. C'est moi qui vous remercie, Rebecca, pour cet échange riche et inspirant. Votre parcours nous montre à quel point la conservation aujourd'hui dépasse la seule protection de la biodiversité pour intégrer les enjeux de climat, de gouvernance, de finance carbone et de justice environnementale. Alors un grand merci pour votre engagement en faveur des écosystèmes de la RDC et pour ce message plein d'espoir et de rigueur que vous adressez aux jeunes générations. Et nous vous souhaitons bien sûr plein de succès pour la suite de vos travaux, notamment sur les tourbières. Merci beaucoup, Rebecca. Merci, Hélène. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de podcast Les Rendez-vous de la Conservation et d'en parler autour de vous. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Rendez-vous de la Conservation.